Madame la ministre, hier, nous faisions le bilan de 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Or, les 12 millions de personnes en situation de handicap et leurs proches nous font part de l'écart abyssal entre l'ambition affichée par la loi et sa mise en œuvre, ceci malgré de nombreux progrès. La Défenseure des droits indique que la première cause de sa saisine reste le handicap et l'accès aux droits afférents. Cet accès aux droits passe par un guichet unique créé par la loi de 2005, la Maison départementale des personnes handicapées, dite MDPH. Alors qu'elle place l'usager au cœur de leurs décisions, elles ne parviennent pas à gérer les flux croissants de demandes légitimes. Entre 2015 et 2022, plus 40% de demandes de prise en charge uniquement pour les enfants. Malgré la bonne volonté des personnels qui y travaillent, et que je salue ici, les MDPH, majoritairement, manquent de moyens humains pour traiter les dossiers dans des délais et conditions acceptables. Elles sont sous la tutelle de la présidence du conseil départemental. Or, les départements, premiers financeurs, sont exsangues et sans autonomie fiscale. Ils ne peuvent être les boucs émissaires des carences de l'État qui n'assurent pas la solidarité nationale et l'égalité territoriale. Pour autant, la politique du handicap doit rester une politique de proximité pour assurer au plus près les prestations individuelles de compensation. Outre la complexité des droits et prestations, le parcours du combattant de l'accès aux soins ajoute des frais à l'examen des dossiers. La reconnaissance médicale et le suivi sont autant d'obstacles à franchir. Quelles réformes structurelles envisagez-vous pour les MDPH qui ont fait la preuve de leur pertinence pour que ces MDPH puissent avoir les moyens de répondre avec humanité aux besoins légitimes des usagers? Quelles mesures pour permettre à tous les départements d'assurer le financement à la hauteur des compensations de droits? Madame la sénatrice, vous avez à juste titre rendu hommage au travail qui est mené dans les départements par les maisons départementales, puisque tel est leur nom, les fameuses MDPH. Et je voudrais devant vous m'associer évidemment à l'hommage que vous avez rendu au personnel, mais également rappeler que chacun des départements détermine la stratégie qui est la sienne en matière d'accueil et d'accompagnement. C'est d'ailleurs un travail qui est tout à fait intéressant à remarquer et je voudrais souligner combien à l'intérieur de départements de France, les commissions échangent leur expérience. J'étais il y a quelques mois en Bretagne auprès de l'un des départements où je regardais la manière dont précisément le délai de traitement avait été considérablement amélioré puisque nous avions des délais de réponse qui étaient des délais de réponse qui ne dépassaient pas le mois. C'était un choix qui avait été fait par le président de ce département qui permettait effectivement d'avoir des réponses très concrètes. Vous appelez parallèlement à ça le gouvernement sur la situation budgétaire. Je voudrais rappeler que dans le projet de loi de finances qui est de la sécurité sociale qui est actuellement en discussion, il y a un effort extrêmement important puisque si je regarde le projet des 50 000 solutions, il avait été prévu 200 millions d'euros par an jusqu'en 2030. Nous avons décidé dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale de passer de 200 à 270 millions. Et d'autre part, dans le PLFSS, nous avons une augmentation du budget de 650 millions précisément pour le handicap. Vous me demandez quelles mesures? Ces mesures, nous aurons l'occasion d'en discuter puisque sous la présidence de Monsieur le Premier ministre, nous aurons un comité interministériel du handicap avec bien sûr Charlotte Parmentier-Lecocq, la ministre en charge, le 6 mars prochain. Madame la ministre, l'accessibilité universelle nécessite un sursaut de mobilisation générale dont l'impulsion et le financement relèvent de l'État également. Mes chers collègues, permettez-moi d'abord avec l'ensemble de mes collègues de l'Essonne d'exprimer mon profond soutien à la famille de Louise. Ma question s'adresse à Madame la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Elisabeth Borne. Depuis le début de la semaine et la tenue du Salon pour l'action sur l'intelligence artificielle, des bourrasques d'annonces présidentielles soufflent dans les médias. Le président de la République souhaite que le navire France rattrape son retard en matière d'IA face aux États-Unis et à la Chine. Ainsi, les récentes annonces en rafale soulèvent de nombreuses questions. Je ne vous interrogerai pas sur les enjeux de souveraineté nationale concernant les 109 milliards d'euros d'investissement annoncés récemment. Je ne vous interrogerai pas non plus sur les enjeux démocratiques concernant les données et les recherches personnelles collectées sur des serveurs contrôlés par des grandes entreprises capitalistes.
Beaucoup de questions sensibles ont été posées par mes collègues et un rapport remarquable a été rendu par l'Opecst, présenté par mes collègues Corinne Narassiguin et Patrick Chaize. En revanche, Madame la Ministre, je souhaite vous questionner quant au rôle majeur que jouera sur ce sujet le porte-avions Éducation nationale. Vous avez annoncé vouloir, d'ici fin mars, préciser une stratégie globale. Pourriez-vous d'ores et déjà nous préciser les axes ou les plans d'action que vous envisagez au lycée, au collège, voire à l'école primaire? Cela concerne bien sûr la maîtrise des usages et le contrôle des apports pédagogiques, mais aussi la compréhension quant au fonctionnement de l'IA elle-même et les risques éthiques induits. N'est-ce pas en fait l'occasion de doter les futures générations d'esprit critique et de culture scientifique dans un monde balayé par des tourbillons d'informations qui ressemblent souvent à des vents contraires? Monsieur le sénateur David Ross, alors vous l'avez évoqué, l'intelligence artificielle n'est pas une évolution à venir, mais c'est une révolution qui touche dès à présent l'ensemble des pans de notre société et notamment nos façons d'enseigner et d'apprendre. Et dès aujourd'hui, on sait que la quasi-totalité des lycéens et des étudiants utilisent l'intelligence artificielle, de même que de nombreux collégiens. Et dans le même temps, seuls 20% de nos professeurs l'utilisent régulièrement dans leur pratique professionnelle. Donc c'est très important que l'on permette à chacun de se saisir de cette technologie en maîtrisant en effet à la fois tous ses atouts et en même temps en mesurant ses biais, ses risques et ses limites. Et c'est le sens des annonces que j'ai faites la semaine dernière. Nous allons en effet, dès la prochaine rentrée, proposer à tous les élèves du second degré d'avoir une première formation à l'intelligence artificielle, précisément pour à la fois maîtriser le prompting, c'est-à-dire la façon de dialoguer avec une intelligence artificielle, mais aussi pour mesurer précisément les biais qu'on peut avoir dans une intelligence artificielle, les limites de cette intelligence artificielle et pouvoir appréhender au mieux les atouts et les limites de cet outil. Et puis nous allons aussi proposer naturellement des formations aux enseignants, d'une part ces formations en ligne dont ils pourront également se saisir, mais aussi en intégrant ces formations dans l'offre de formation continue du ministère de l'Éducation nationale. Et puis enfin, nous allons avoir un partenariat d'innovation pour développer une IA souveraine, ouverte et évolutive pour appuyer les pratiques pédagogiques de nos enseignants. Donc vous voyez, nous nous saisissons pleinement de ce sujet pour en faire une opportunité pour tous et toutes. Et j'insiste sur ce point parce qu'on sait que les filles s'orientent moins vers ces filières. Donc c'est vraiment aussi un enjeu que nous devons prendre à bras-le-corps. Merci Madame la Ministre pour votre réponse qui montre que nous devons encore redoubler d'efforts. Mais n'oublions pas, comme le disait Jean de La Fontaine, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Alors Madame la Ministre, redoublons d'efforts mais soyons vigilants en impulsant un souffle nouveau dans le ciel de l'IA, un vent qui se faufilerait, si j'ose dire, à pas de chat, tel un Mistral gagnant. Monsieur le garde des Sceaux, je remarque que le ministère de la Justice possède au fond une curiosité anatomique, comme le songeait l'Allemand Kurt Tucholsky dans les années 1930. Il s'avère ainsi qu'il écrit de la main gauche par la voix des tribunaux, mais qu'il agit de la main droite par la bouche du ministre. En effet, monsieur le ministre, depuis 2 semaines, et maintenant de manière récurrente, plusieurs médias aux propos assimilés à ceux de l'extrême droite ont menacé et menacent encore des membres du monde judiciaire, soit à l'issue d'une enquête encore en cours, soit dans l'optique de jeter en pâture, je cite, les coupables de l'invasion migratoire. Parmi ces personnes visées, nommées, dont le visage fut diffusé, des avocats, mais aussi des magistrats et même des tribunaux entiers, comme le tribunal administratif de Melun, tel que relaté ce matin. Tous ont fait l'objet de commentaires des plus haineux, des plus abjects que je me dois de vous citer. Elles méritent une balle de 9 mm dans la tête. Il faut les trouver, tirer à vue et flamber leur nid douillet. Alors, monsieur le ministre, il ne s'agit plus de se dissimuler derrière la dissolution de 3 groupuscules d'extrême droite, pensant que l'affaire est ainsi entièrement résolue. La bête immonde demeure tapie dans l'ombre et menace la stabilité de nos institutions. Monsieur le ministre, je vous le demande, que comptez-vous faire pour protéger nos tribunaux et ceux qui, chaque jour, contribuent au bon fonctionnement de notre justice? Monsieur le sénateur, on partage tout à fait, me semble-t-il, le constat que vous évoquez. Et j'ai moi-même, à plusieurs reprises, vous l'aurez remarqué, puisque vous êtes sans doute
un sénateur averti des propos du garde des Sceaux, le soutien absolu que j'ai apporté aux magistrats de Marseille, puisqu'il faut aussi compter les magistrats qui sont sous protection policière parce qu'ils sont menacés par les narcotrafiquants. Et je pense que ce que nous avons fait ensemble avec le groupe socialiste montre que nous les protégeons. Les agents pénitentiaires qui sont privés de leur liberté et ceux d'embrasser leurs enfants parce qu'ils sont aussi soumis à des menaces récurrentes de narcotrafiquants, de terroristes islamistes, vous n'avez pas utilisé le mot, mais aussi des autres personnes qui veulent enfreindre ce qui est le plus riche pour nous, c'est l'indépendance de la justice et la liberté des avocats et la protection de ces agents. Et je l'ai fait encore très récemment, s'agissant d'avocats qui défendent le droit des étrangers, dans une revue d'extrême droite. J'ai publiquement, en écrivant à la présidente du Conseil national des barreaux, apporté mon soutien et j'ai écrit à tous ces avocats. Ne confondons jamais l'avocat et son client. Les magistrats, les avocats, les greffiers, les agents pénitentiaires, mais aussi les policiers, les gendarmes, tous ceux qui contribuent à l'autorité de l'État doivent être intégralement protégés. C'est pour cela que non seulement je les ai soutenus publiquement, qu'auprès du ministère de l'Intérieur et des préfets, nous avons fait en sorte qu'ils soient protégés, y compris, sans rentrer dans le détail ici, vous comprendrez, physiquement par les policiers et par les gendarmes. C'est pour cela que nous les soutenons aussi psychologiquement et que nous sommes évidemment là pour protéger les palais de justice, les offices des juges et les lieux où les avocats plaident, et c'est bien légitime. Donc je pense que notre question, celle de la protection de la chaîne pénale et de son indépendance et de sa liberté, est une question républicaine. Elle ne donne aucune espèce de séparation. Et dans le récent procès qui a touché l'extrême droite, j'ai apporté également publiquement, en écrivant personnellement à ces magistrats, tout mon soutien et le fait qu'ils seraient évidemment aussi protégés par les forces de l'ordre dans la République. Monsieur le ministre, j'entends vos propos, mais je constate que le gouvernement contribue à cette ambiance. Le Premier ministre reprend à son compte le mythe de submersion migratoire, pourtant démenti par les chiffres de l'Insee. Le ministre de l'Intérieur remet en cause le droit du sol et s'en prend ouvertement à l'état de droit. Enfin, cette frénésie législative sur l'immigration joue sur les peurs au détriment des droits indivisibles des personnes, de la réalité des mouvements migratoires et du respect de l'état de droit qui garantit à tous dignité, justice et égalité. La France a besoin de se rassembler, votre gouvernement la divise.